Bonsoir, enfants de Cain, et bienvenue dans cette seconde vidéo dédiée au sabbat, la deuxième secte vampirique la plus influente du monde des damnés. Cette nuit, nous étudierons deux versants essentiels du sabbat, sa hiérarchie et sa justice. Je vous recommande de regarder cette vidéo qu'après avoir visionné la première dédiée à cette secte. Tout d'abord, rappelons que le sabbat se fonde sur deux valeurs profondément contradictoires, la loyauté envers la secte et ses pairs et la liberté envers vous-même et celle d'autrui. Ces deux versants forcent à penser la secte via une organisation à la fois solidaire et autonome. C'est pourquoi la hiérarchie sabbatique ne s'organise pas aussi strictement que celle de la Camarilla, là où son ennemi respecte la tradition de l'aîné et ne donne de responsabilité qu'aux vampires les plus anciens, le sabbat a un fonctionnement bien plus méritocrate. Le pédigré et l'âge n'a que peu de choses à voir là-dedans, bien que les jeunes damnés sabbatiques soient généralement soumis à une initiation complète aux idéologies du sabbat et aux rites de la secte et doivent évidemment faire leurs preuves avant de pouvoir être titularisés à un poste. L'esprit de meute. Afin de répondre à son besoin de solidarité, le sabbat s'inspire des ennemis ancestraux des vampires, les loups-garous, et opte pour une organisation sous forme de meute. Chacun des membres d'une meute est lié par le sang aux autres membres de celle-ci par un rituel nommé Volderie que nous étudierons dans la vidéo dédiée au rite du sabbat. Ce lien renforce la cohésion de groupe et permet à la meute d'agir comme un tout ordonné. Une meute est constituée afin de remplir un objectif particulier. Il peut s'agir simplement de répandre la sainte parole et recruter de nouveaux damnés pour le sabbat, prendre d'assaut une ville et la conduire sous le joug de la secte, traquer des hérétiques ou protéger une ville conquise. L'on pourrait comparer une meute à un groupe d'archontes camaristes, à la différence que la meute reste l'organisation de base du sabbat, là où les archontes sont limités en effectif et ont déjà fait leurs preuves. Une meute peut être nomade et circuler de ville en ville, ou sédentaire et répondre aux besoins d'un domaine. Sa taille varie en fonction de la tâche qui lui est confiée. Une meute peut être ancienne et dédiée à un même objectif depuis des centaines d'années, ou ponctuelle et se dissoudre dans la même nuit où elle a été formée. Il est cependant mal vu par les membres de la secte de n'avoir aucune meute assignée. Les membres du sabbat doivent s'investir et trouver leur place dans la croisade qu'elles tentent de mener, et chaque nuit doit être dédiée à l'accomplissement de celle-ci. Une meute n'a en son sein que deux représentants d'une certaine autorité. Le Ductus. Le Ductus, au pluriel les Ducti, est le chef désigné de la meute. Son rôle est de donner la marche à suivre et mener la meute au succès de sa mission. Toutefois, son autorité est discutable au sein de la meute, car il ne doit pas omettre que chaque caïnite doit demeurer libre par nature. Le Ductus est généralement nommé par la figure d'autorité qui forme la meute. Cela peut être un évêque ou un archevêque de la secte, mais il n'est pas exclu qu'un Ductus puisse être nommé par les membres mêmes de la meute si celle-ci est indépendante ou autonome. C'est un titre avant tout honorifique, accordé au vampire le plus expérimenté ou le plus louable de sa meute. Il a une responsabilité délicate, il doit veiller à la cohésion du groupe et à son maintien sans trop s'avouer tyrannique, sans quoi il risque d'être tué par ses propres camarades. Les Ducti doivent donc être habiles avec le pouvoir qui leur est confié. Ils doivent trancher et prendre des décisions, mais veiller à ne jamais laisser un sentiment amer à son groupe sous peine de subir une mutinerie. Au sein d'une meute, tous les avis comptent, même ceux des plus jeunes. Le prêtre. Dans une meute, il peut y avoir un ou deux prêtres, selon la taille de celle-ci et ses besoins. Les prêtres sont les bras droits des Ductus et répondent aux besoins spirituels du groupe. Ils veillent à souder leur meute autour de valeurs et de la mission du sabbat et officient également les différents rituels associés aux traditions spirituelles de la secte. Un prêtre peut également créer ses propres rituels s'il le juge nécessaire, des rituels liés intrinsèquement à la meute à laquelle il appartient et qui ne trouvent de sens qu'en celle-ci. Généralement, la vocation de prêtre est choisie par le caïnite qui s'y dédie et le titre lui est accordé lorsque sa ferveur et sa foi ne sont plus approuvées. Si le Ductus d'une meute vient à connaître la mort ultime, le prêtre devient donc le chef par intérim jusqu'à ce qu'un nouveau leader soit nommé. Les autres membres de la meute n'ont pas de titre spécifique, ils suivent ces deux représentants mais ont également leur mot à dire. Une meute doit être soudée, du moins en apparence. Elle doit agir avec cohésion et complicité tout en honorant la nature libre des caïnites. C'est pourquoi aucune forme d'autorité tyrannique ne saurait conduire une meute cohérente et que peu de titres l'affublent. L'autorité suprême. Néanmoins, dans le souci d'organiser la secte dans son ensemble, le sabbat suit une hiérarchie pyramidale et souveraine. Rappelons toutefois que le sabbat est sujet à la division en son sein, que plusieurs factions y subsistent avec différentes visions sur le chemin à emprunter pour la secte, mais toutes se réunissent autour de la mission sacrée du sabbat, éliminer les antédiluviens avant que la gêne ne se déclenche. Afin de maintenir un semblant de cohérence, les membres du sabbat doivent toutefois prêter allégeance à certaines figures majeures de la secte, et en voici les titres. Les Templiers. Loin d'être une autorité politique, les Templiers sont tout simplement les gardes du corps des plus hautes instances du sabbat. Ils peuvent être aussi bien nommés par les évêques que par les priscous, les archevêques ou tout autre titre leur étant supérieur.
Surnommés également les paladins, les Templiers se chargent des missions violentes et veillent à la sécurité des plus hauts dignitaires de la secte. On leur confie généralement la responsabilité d'affaires jugées délicates et périlleuses. Ce sont des combattants aguerris qui se tiennent éloignés des sentiments de peur ou de toute moralité. Les Prisci. Le Priscus est un titre assimilable à celui de primogène au sein de la Camarilla, à la différence qu'il n'est jamais nommé ni par un archevêque ni par un évêque. Il représente son clan au sein de l'autorité du domaine local et fait remonter ses besoins. Il n'est pas nécessairement le plus vieux représentant de son clan en ville, il est simplement celui qui se montre le plus digne de représenter les intérêts de ses semblables. Ce titre ne s'acquiert que par la force du temps et ne fait pas véritablement l'objet d'une nomination. C'est davantage un état de fait. Si un vampire parvient à se dresser en porte-parole des siens et se dresse de par ses qualités comme un digne représentant, alors il le devient aux yeux de tous. Les Prisci n'ont pas de rôle officiel dans la secte, mais se servent de leur influence au sein de leur clan pour conseiller les autorités locales du sabbat. Les évêques. Les évêques sont, dans les domaines du sabbat, la première forme d'autorité politique réelle. Véritables leaders spirituels, les évêques veillent à ce que les vampires prêtant leur allégeance au sabbat accomplissent bien ses desseins. Ils forment et nomment des meutes, veillent à l'exécution des rites et luttent contre les potentiels hérétiques dissimulés dans leurs rangs. Ils secondent l'archevêque lorsqu'il y en a un présent dans le domaine. Il arrive parfois que certains domaines du sabbat se passent de l'autorité d'un archevêque. Dans ces cas-là, c'est un conseil d'évêques qui gouverne et qui se voit accorder les mêmes pouvoirs qu'un archevêque. L'archevêque. Un archevêque a une autorité assimilable à celui d'un prince camariste. Autrement dit, il applique la justice, fédère son domaine et maintient la paix entre les clans présents autour de lui. En revanche, l'archevêque ne se soucie guère des traditions vampiriques si chères à la Camarilla et œuvrera davantage au respect du Code de Milan ainsi qu'aux efforts de tout un chacun dans la guerre sainte qui incombe au sabbat. Il est à la fois un chef de guerre et un chef spirituel œuvrant pour la suprématie des Caïnites sur le reste du monde. Simplement, cet effort doit se faire étape par étape et avec habileté. Déclarer la suprématie du sabbat ouvertement, c'est se voir détruire en un instant. Les humains sont en surnombre comparés aux vampires et pour le moment, la mascarade doit être maintenue. Il s'agit donc de mener des actions stratégiques et souterraines afin de ne pas être démasqués, mais surtout de ne pas se voir déborder. Beaucoup de jeunes adhérents au sabbat ne comprennent pas leur archevêque et désirent, de par leur ignorance, passer à des offensives plus frontales. C'est là la plus grosse difficulté des archevêques, maintenir les jeunes générations et leur faire comprendre les réels intérêts de la secte. Les cardinaux. Les cardinaux sont chargés de coordonner les affaires du sabbat entre elles, à une échelle plus globale. Ils circulent et sont des intermédiaires des évêques, des archevêques et du régent en personne. Ils supervisent les conquêtes territoriales de la secte et véhiculent les décisions prises ou à prendre. Il est rare de croiser un cardinal car ce dernier est bien souvent en déplacement d'un domaine à un autre, colportant les dernières décisions du régent, les nouveaux objectifs de la secte ou leurs ordres aux archevêques et aux évêques. Le régent. Le régent est le souverain de la secte entière. Il règne sur le sabbat depuis son bastion, situé à Mexico. Chaque cardinal, archevêque ou évêque doit lui rendre des comptes s'il l'exige. En revanche, ce choix de la dénomination du souverain par le nom de régent n'est pas anodin. Son titre peut être en effet remis en question. La première loi du Code de Milan rappelle qu'en échange de l'allégeance de tous les caïnites du sabbat, le régent se refuse à la tyrannie et doit veiller à la liberté de l'organisation. Auquel cas, il sera démis de ses fonctions et un nouveau régent devra être élu. C'est pourquoi l'on ne l'appelle ni roi, ni empereur, afin de lui rappeler constamment qu'en dépit de ses grandes responsabilités, il n'est malheureusement pas irremplaçable. En réalité, c'est le cas pour tous les titres du sabbat. À l'inverse de sa rivale, la Camarilla, le sabbat ne pourvoit aucun titre irrévocable. Souvenez-vous de la 16e et dernière loi du Code de Milan. Tous les caïnites du sabbat doivent agir contre leurs pairs qui usent des pouvoirs et de l'autorité qui leur ont été conférés par le sabbat à des fins personnelles et aux dépens de la secte. Autrement dit, l'on peut dénoncer un tyran, quelqu'un qui abuse de son pouvoir. Un groupe exceptionnel composé de quelques prisci se chargera donc de délibérer sur la fondation de cette accusation. Cela m'amène au dernier sujet que j'aimerais aborder dans cette vidéo, la justice sabbatique. La justice de l'épée de Caïn. Le sabbat se part d'une justice intransigeante et implacable. Par souci de respecter la liberté que la secte promet, elle se doit de donner le droit de réparation à quiconque en fait partie. Le Code de Milan renseigne par fragments la façon dont s'applique ce droit de justice. Tout d'abord, la 15e loi du Code nous informe que tout membre de la secte a le droit de convoquer un conseil rassemblant ses pairs et ses supérieurs hiérarchiques. Néanmoins, la 7e loi prévient les concernés. Toute infraction au Code fera du caïnite un déchu et la sanction est généralement la mort ultime. Cette loi est immédiatement suivie d'une précision dans la suivante. Le modèle judiciaire du sabbat a été, est et sera à jamais la lex talionis, autrement dit la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent.
Cela signifie simplement que si un Kainite s'avère coupable, il devra réparer sa faute par une sanction équivalente à son crime. S'il existe un conflit persistant entre deux vampires ayant chacun une autorité ou un titre au sein de la secte, le rite de monomachi peut être alors sollicité pour régler ce différend. Nous étudierons les détails de ce rite ultérieurement, mais retenez qu'il s'agit purement et simplement d'un duel à mort. La mort ultime, évidemment. Les décisions de justice sont prises par un conseil exceptionnel pouvant être composé de prisquis, d'évêques et d'archevêques. Dans les cas de haute trahison envers le sabbat, le rituel de chasse sauvage peut être invoqué. Mais de la même manière que le rite de monomachi, nous nous y intéresserons dans la vidéo dédiée au rite. Malheureusement, cette justice ne suffit pas à couvrir toutes les infractions possibles au cœur du sabbat et il fallait bien consacrer tout un pan de la secte au respect des fondements de celle-ci. C'est pourquoi le sabbat possède une faction dédiée aux clivages internes de la secte, l'Inquisition. Fondée en 1804, elle repose sur un constat navrant. Les vampires du sabbat ayant abandonné toute moralité rattachée au monde humain, certains ont commencé à pactiser avec des démons. Et c'est un problème, d'une part parce que ces pactes engendrent un profond déséquilibre dans les forces du sabbat, contredisant donc la notion d'égalité que la secte tente tant bien que mal de faire régner, et d'une autre parce que ces engences démoniaques exigent bien souvent des sacrifices au sein même des rangs du sabbat, causant par conséquent des pertes directement liées à la secte. De plus, pactiser avec un démon, c'est se soumettre à sa volonté, et cela contredit les fondements même de la secte, conserver sa liberté en tant que damné. Il est jugé ridicule par la secte de renier les antédiluviens pour se prosterner devant une autre forme d'autorité. L'Inquisition n'est donc absolument pas chargée des affaires extérieures de la secte, mais est bien responsable de surveiller les membres même du sabbat. Organisation. La taille des forces allouées à l'Inquisition dépend de la taille du ou des domaines qu'elle surveille. Nul besoin d'être en surnombre, des membres efficaces et expérimentés feront très bien l'affaire. Prenons pour exemple le domaine sabbatique de Montréal, au Canada. Cette ville, sous le joug du sabbat depuis déjà de nombreuses années, voit son inquisition composée d'un grand inquisiteur, qui a naturellement l'autorité sur les autres, de 6 juges inquisiteurs, qui composent en réalité 2 tribunaux de 3 juges, et de 6 chevaliers inquisiteurs, qui composent en réalité 3 duos, qui enquêtent pour les tribunaux. Les juges inquisiteurs organisent les interrogatoires et les sessions de torture. Une fois cette première tâche terminée, le verdict tombe. Le plus souvent, l'accusé est condamné à la mort ultime par autodafé, donc en brûlant par le feu. Dans de rares cas, l'Inquisition peut reconnaître l'innocence d'un vampire et proclamer un ad cautelam, empêchant tout nouvel interrogatoire sur l'individu. Les attributs des inquisiteurs. Il est assez facile de reconnaître un membre de l'Inquisition. Ils portent tous traditionnellement une robe rouge et un capuchon voilant leur visage. Certains portent également un masque fait d'os. De plus, ils reçoivent à leur nomination tous un reliquaire de fer. Le reliquaire de fer est une épée forgée dans un métal noir dont la forme s'inspire de l'épée qu'arbore le sabbat pour symbole. Dans le procédé de forgeage, est mêlé au métal si particulier de cette lame, soit un morceau d'un vampire signifiant pour la secte ou de l'Inquisition, comme une dent ou un cheveu, parfois plutôt un extrait du livre de Nod, la Bible vampirique, ou bien un morceau supposé du trône de Caïn. Ce reliquaire est un objet considéré sacré, et en posséder un illustre l'honneur qui découle de cette fonction. L'arme a 4 fonctions principales. L'identification, outre la robe que tout le monde peut porter, cette lame permet de reconnaître un véritable inquisiteur, puisqu'en forger une fausse est jugé comme un acte hérétique et est passible de mort. L'accusation, puisque l'inquisiteur se sert de cette relique pour désigner et pointer du bout de son épée toute personne accusée d'hérésie ou de pacte avec les démons. Le serment, puisqu'un caïnite peut se servir de cette arme pour prononcer un serment sacré devant l'Inquisition et les autorités du sabbat. Et enfin, l'ordalie, où les accusés désireux de prouver leur innocence peuvent se soumettre au défi de la relique. L'épreuve peut varier. Il peut s'agir de faire tenir en équilibre l'épée sur un fil symbolisant la vie du vampire, si l'épée tombe, il est jugé coupable, ou bien elle peut être chauffée au fer rouge et l'accusé devra se saisir de la lame brûlante et y résister. Néanmoins, l'inquisiteur n'est pas obligé d'accorder une ordalie, il en va uniquement de sa bonne volonté. Ces derniers mots viennent conclure cette seconde vidéo sur l'organisation du sabbat. Pourvu d'une hiérarchie plus mince que la camarilla, le sabbat honore davantage l'esprit de cohésion et de solidarité afin de renforcer la loyauté de ses membres. En se sentant moins contraints, les caïnites de la secte préservent un sentiment de liberté et développent par conséquent une plus grande loyauté envers elle. Même s'il existe une autorité politique, les titres ne sont jamais irrévocables et tout le monde peut dénoncer un supérieur qui abuserait de son pouvoir. A l'inverse de la camarilla, le sabbat se trouve plus à l'écoute de ces jeunes générations, et l'âge n'est jamais un argument de pouvoir. Néanmoins, cette opportunité de liberté divise toutefois la secte et c'est pourquoi le système judiciaire ne pardonne pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, tâchez de vous tenir éloigné de la lumière du soleil.